Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo analyse un peu plus particulière parce que cette fois on va pas regarder des œuvres d'art dans des films mais des œuvres d'art dans des jeux vidéo et notamment ici de toute façon tu as vu le titre, on va parler du musée qu'il y a dans Animal Crossing parce que c'est quand même un musée qui a une très belle collection qui dans la réalité provient de divers musées. Et je me suis dit ça pourrait être cool de développer un petit peu plus. Comme c'est quand même un gros musée et qu'il y a plein d'œuvres quand même, et que je veux un peu plus les développer comparé au cartel que peut proposer le jeu, on va pas faire une vidéo complète du premier coup et on va fonctionner par secteur parce qu'il y a aussi toute une logique dans ce musée quand même. Et du coup ça fera plusieurs parties où on va décrypter un petit peu les œuvres choisies par les développeurs pour intégrer le musée, etc. etc. Donc aujourd'hui on va tout bêtement commencer par l'entrée du musée et je pense qu'on va un peu fonctionner comme ça en suivant un petit peu le guide du musée, enfin le chemin proposé par le musée. Si tu n'as jamais joué à Animal Crossing, ce n'est absolument pas grave, ça va pas t'empêcher de comprendre la vidéo. Et évidemment du coup je parlerai du dernier Animal Crossing, enfin du Animal Crossing le plus récent, puisque bah, c'est sur ce musée-là que j'ai travaillé. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la galerie des antiques, mais on va voir que dans cette galerie-là, il y a certaines œuvres qui sont placées dedans, mais qui sont pas forcément des antiques. Et une œuvre notamment à laquelle je pense, où il y a des polémiques par rapport à sa datation et tout. Donc on va un peu décrypter tout ça. Et du coup, avant chacune de mes analyses, je vais te lire quand même le cartel que propose le jeu, parce que ils ont quand même fait bien leurs recherches pour certaines choses. Et du coup, je vais quand même te le lire. Comme ça, voilà, t'as les informations du jeu et ensuite mes informations. Donc on va tout de suite commencer par ce buste égyptien qui n'est autre que le buste de Néfertiti. Bien évidemment, quand je vais te lire les cartels, je vais les lire sur mon carnet parce que je n'ai pas une mémoire d'éléphant. Donc, petite image du jeu pour patienter. Donc le jeu indique qu'il s'agit du buste de Néfertiti, dont le nom signifie l'arrivée de la plus belle. Cette grande épouse royale est considérée comme une des 3 plus belles femmes de l'ancienne Égypte. On ignore si l'œil gauche est tombé ou s'il n'a jamais été sculpté. Ce qui est tout de suite hyper mis en avant par le jeu, mais je te rassure, c'est vraiment pas que par le jeu, mais il y a beaucoup d'articles, etc., beaucoup de lectures sur Néfertiti qui vont essentiellement mettre en avant sa beauté, mais évidemment Néfertiti, c'est pas que une belle femme quand même, et c'est un peu dommage de souvent la réduire qu'à ça. Et du coup, on va un petit peu aller plus loin et voir qu'est-ce que c'est que ce buste. Alors déjà, c'est un buste à taille réelle de la reine Néfertiti. Elle porte une coiffe coupée à plat, décorée d'un ruban. Elle est dans un très bon état de conservation, mis à part pour ses oreilles et la partie droite de sa coiffe qui sont un peu endommagées. Et il faut savoir que cette œuvre, elle est redécouverte en 1912 par un archéologue allemand dans la ville d'Armana en Égypte. Donc, comme l'a dit le cartel et comme tu peux le voir, il lui manque un œil et les chercheurs vont dire que soit quand elle a été découverte, l'œil il était déjà plus là et simplement il a été perdu, ou alors le sculpteur qui s'est chargé de ce buste n'a pas eu le temps de finir cet œil et du coup il n'a jamais existé. Le buste il va aussi être au cœur de débats autour de restitution de cette œuvre. Et déjà à l'époque, quand le buste est découvert, il y a quand même beaucoup de tensions au niveau des nations. Parce que lors des fouilles en hiver 1912, il n'y a pas que des archéologues allemands sur le territoire égyptien, il y a aussi des équipes états-uniennes, italiennes et françaises qui excavent les sols égyptiens. Alors petit rappel, hein, les fouilles archéologiques, même à cette époque, ça a bien changé quand même depuis. C'est pas comme Indiana Jones où juste t'arrives dans un temple perdu et tu prends ce qui t'intéresse. C'est pas tout à fait comme ça.
effectivement l'archéologie a énormément changé depuis le XXe siècle, mais ici, l'archéologue allemand, il est à la tête d'une équipe. Ceux qui creusent sont des Égyptiens recrutés, notamment certains qui sont des enfants, c'est très sympa le 20e. Et lors de cette fameuse fouille, l'équipe va trouver un atelier de sculpteur. Un atelier de sculpteur dans une fouille, c'est super bien de trouver ça, parce que ça veut dire qu'on va avoir des œuvres déjà finies peut-être dans cet atelier, mais on va avoir aussi des œuvres non finies. Et on va voir du coup tout le processus pour arriver à une œuvre finie, que ce soit au niveau des matériaux, des techniques, etc. etc. Et c'est dans cet atelier que l'équipe va trouver le buste de Néfertiti. À l'époque, on ne sait pas encore qui c'est, et je vais t'expliquer pourquoi on ne sait pas qui est Néfertiti en 1912, mais on ne sait pas qui c'est. Mais l'équipe quand même, et l'archéologue allemand, sent que c'est une œuvre qui est quand même très importante. Et l'archéologue dira même qu'elle est trop belle pour être décrite et qu'il faut la voir. Donc du coup maintenant on va revenir un petit peu sur la figure de Néfertiti pour comprendre qui c'est. Après l'avoir découverte, on aimerait un peu savoir qui c'est. Donc Néfertiti, elle va épouser Akhenaton à l'âge de 15 ans. Ça va devenir un couple royal, et donc c'est eux voilà, qui vont être les dirigeants de l'Égypte. Et le couple va marquer une révolution importante dans la société égyptienne, parce que le roi va décider de renier les cultes de ses ancêtres. C'est-à-dire qu'avant on croyait en plusieurs dieux, et on se dédiait à plusieurs dieux, et lui, il va décider de ne croire que en Aton, le dieu soleil. En plus de ça, pour continuer dans le changement, il va décider de quitter Thèbes, qui est alors la capitale, pour s'installer à Amarna, qui va devenir la nouvelle capitale. Et c'est donc ici que le buste de Néfertiti sera trouvé en 1912. Comme je te l'ai dit, bien qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'explications, etc. qui mettent beaucoup en avant la beauté de Néfertiti, elle a quand même une place importante parce qu'elle est souvent représentée en position de pouvoir, et ça c'est pas forcément commun. Et du coup voilà, ce n'est pas qu'une belle femme, c'est aussi une femme puissante. Mais là, on a un petit problème et un petit mystère, c'est que on a eu quand même des représentations de Néfertiti, etc. Et puis d'un coup, elle disparaît des archives, elle disparaît, tout simplement. Et donc là, les chercheurs, ils ont essayé de comprendre un peu plus pourquoi. Donc il y a différentes théories qui peuvent expliquer ça, mais quand même il y en a une qui est assez convaincante, c'est que son mari l'a tout simplement évincée du pouvoir et qu'elle est morte en disgrâce. Et ce principe d'effacer la mémoire de quelqu'un de l'histoire, ça a un nom en histoire, ça s'appelle la damnatio memoriae. Donc c'est-à-dire que les descendants qui vont suivre vont volontairement effacer les traces de Néfertiti et vont volontairement ne pas parler de cette personne, vont volontairement ne rien ériger en son honneur, etc., etc. En somme, ils vont effacer les traces de l'ancienne reine, et en plus de ça, les descendants du couple royal vont revenir à l'ordre ancien, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu avant le couple royal qui a décidé de ne vénérer que Aton et d'avoir une capitale à Amarna. Ils vont en fait faire un retour en arrière et rétablir ce qu'il y avait avant le coup. Et du coup, cette période de révolution politique et religieuse, elle est finie. Mais surtout, elle est oubliée jusqu'en 1900. Sauf que là, en 1912, tu as ce fameux archéologue allemand et son équipe qui découvrent une trace matérielle de Néfertiti. Et là, du coup, tu comprends pourquoi cette œuvre, elle est quand même importante. Ça a permis voilà, de retrouver des traces de Néfertiti, et puis les chercheurs qui ont suivi ont pu identifier et rétablir un peu ce morceau de l'histoire. Maintenant on va aller un peu plus du côté des Romains et on va aller voir la Louvre du Capitole, qui peut s'appeler aussi Louvre Capitoline comme le décrit le jeu. Alors, le jeu, il va dire que la Louve, issue de la mythologie romaine, est au centre de cette sculpture et d'une polémique. La Louve de bronze elle-même est un chef-d'œuvre datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, quant aux jumeaux, ils auraient été ajoutés au 15e siècle. Ou du moins, c'est ce qu'on a longtemps cru, des recherches récentes suggèrent que l'œuvre originale daterait en réalité du 11e siècle ou du 12e siècle. Alors, ce qui est bien dans ce cartel, c'est qu'effectivement ils ont remis en question la datation
de cette œuvre, ce qui est bien parce qu'il y a encore beaucoup de sites, par exemple le site du Larousse, date encore cette œuvre du 5e siècle avant Jésus-Christ et l'identifie comme une œuvre étrusque aussi, enfin bon bref. Et alors que, on va en parler, hein, mais c'est pas totalement ça, c'est plus compliqué. Et j'étais agréablement surprise de voir que du coup le jeu avait bien fait ses recherches et c'était bien actualisé sur l'œuvre, donc ça c'était plutôt cool. Et on va en parler un petit peu plus en profondeur. Donc déjà, avant d'aller sur l'œuvre, et tu vois la louve qui va nourrir ses 2 jumeaux. Évidemment, si tu connais un petit peu l'histoire de Rome, ça te fait tout de suite penser à cette légende des jumeaux fondateurs de la ville de Rome, Romulus et Rémus. Donc si tu ne connais pas, je vais quand même t'en parler parce que c'est ce que cette sculpture représente et que c'est important pour comprendre. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, tu as donc ces 2 jumeaux Romulus et Rémus qui naissent de l'union du dieu Mars, qu'on appelle aussi Arès, en fonction de la version que tu préfères, et de Rhea Silvia, qui est une vestale. Bon, comment te dire qu'une vestale est censée rester chaste, et elle fait vœu de chasteté, et que là, elle vient d'avoir des jumeaux. Déjà, l'histoire commence pas très bien, mais dans cette légende, c'est pas ce qu'il y a de pire. Parce que le père de Rhea Silvia, qui était anciennement roi, a été chassé du trône par son propre frère. Du coup, le nouveau roi a peur que ses neveux cherchent à se venger, une fois qu'ils auront grandi, tout simplement. Et du coup, il va trouver une solution, et il va ordonner à ce qu'on les jette dans le Tibre. La servante qui va être chargée de la tâche, elle a quand même un petit peu de peine, et elle va pas les jeter simplement, elle va pas les jeter simplement dans le Tibre, elle va quand même les mettre dans un petit panier et les laisser dériver sur le Tibre. Le panier bateau va s'échouer au pied d'un figuier, et les jumeaux sont toujours en vie. En plus de ça, une louve va être attirée par leurs pleurs et va décider de les adopter. Du coup, elle va les nourrir, elle va les protéger, etc. Et c'est ce que tu vois sur cette sculpture. Et puis un beau jour, il y a un berger qui les découvre et il va prendre le relais, il va les élever comme si c'était ses propres fils. Après, comme ce sont quand même les fils de Mars / Arès, en grandissant, même s'ils sont à la campagne et qu'ils n'ont pas de formation militaire ou de formation au combat, ils vont quand même développer des aptitudes au combat et du coup ils vont se faire remarquer. Ça va attirer l'attention, qui commence à se faire remarquer. Tu as le grand-père qui pensait avoir perdu ses petits-fils, qui va alors les reconnaître. La famille sera alors réunie, ils vont aussi retrouver leur mère, ils vont réussir à chasser l'oncle maléfique qui a piqué le trône à son frère. Et l'histoire aurait pu s'arrêter sur un happy ending, et tout est bien qui finit bien, mais non, parce que nous sommes dans la mythologie romaine, et ça ne se passe pas comme ça. Les jumeaux vont avoir envie de fonder leur propre cité, et du coup, ils vont retourner sur la région de leur enfance, et notamment au pied du mont Palatin. Petit souci, c'est impossible pour eux de se départager sur qui va diriger la cité, et du coup, il va avoir une bagarre très violente qui va mener à ce que Rémus soit tué, et c'est Romulus qui va du coup diriger cette nouvelle cité qu'il va appeler Roma, qui est Rome. Donc voilà pour la légende, et du coup qui est représentée ici sur cette sculpture, et c'est pour ça aussi qu'elle est aussi importante dans la culture romaine. Et on va un petit peu la décrire et un petit peu voir ce qui s'y passe. La louve, elle est représentée quand même la gueule ouverte, les crocs apparents. À l'origine, faut pas oublier que c'est quand même un animal sauvage et que t'as pas très envie de t'approcher d'elle sous risque de te faire mordre. Pourtant, les jumeaux, ils sont extrêmement sereins dessous, ils ont absolument pas peur, ils ont les mains vers le ciel comme un signe de révélation et ils s'apprêtent à boire le lait de la louve, ce qui va leur permettre du coup de survivre. Pendant longtemps, comme je te disais, l'œuvre elle est considérée comme une œuvre antique et étrusque, mais aujourd'hui, les recherches montrent que la louve, elle date du XIIe siècle et que les jumeaux datent du XVe. La sculpture, elle va devenir le symbole des origines de Rome. Sauf qu'avant, la louve, elle était seule. Avant le XVe siècle, la louve, elle était solo. Donc là, elle était plutôt un symbole de justice, mais après l'ajout des
jumeaux, elle va devenir Mater Romanorum, c'est-à-dire la mère des Romains. Pourtant, à l'origine, elle avait vraiment aucun lien avec la légende, et c'est avec cet ajout du XVe siècle que cette interprétation a pu être faite, et peut-être aussi qu'au XVe siècle, ils ont ajouté justement ces jumeaux pour créer cette Mater Romanorum, et en faire un symbole de la ville de Rome et des Romains. Maintenant, on va retourner en Égypte encore une fois, et on va aller voir la pierre de Rosette. Donc cette fois, le jeu nous dit que cette tablette en pierre trouvée en 1792 à Rosette en Égypte a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Un texte quasiment identique y est rédigé d'abord en hiéroglyphes, puis en égyptien démotique, puis en grec. Et moi, je vais un peu te raconter l'histoire de sa découverte et de comment elle a pu permettre aux personnes de l'époque de déchiffrer les hiéroglyphes, parce que c'est quand même grâce à elle qu'on a réussi à déchiffrer tout ça. Elle est trouvée par un officier français à Rosette, du coup, une ville en Égypte, en 1799. Dessus, comme l'a dit le jeu, tu retrouves des écritures grecques, de l'égyptien démotique et des hiéroglyphes. Elle date de la période ptolémaïque, en 1896 avant Jésus-Christ. Le texte de la pierre est en fait un décret pris à cette même époque en faveur de Ptolémée V Épiphane par l'assemblée des prêtres égyptiens qui sont réunis à Memphis lors de son premier anniversaire de couronnement. Après, tu peux peut-être te demander pourquoi il y a 3 fois écrit la même chose dans 3 langues différentes. C'est-à-dire que en fait, les hiéroglyphes, c'était pour les prêtres, c'est ce qui était perçu comme le mieux pour les prêtres. Ensuite, tu avais l'égyptien démotique qui était pour la vie quotidienne, c'est ce qu'on utilisait le plus. Et ensuite, le grec, ça, c'était pour l'administration. Comme je te l'ai dit, c'est une pierre qui a permis de traduire les hiéroglyphes. Après le 4e siècle, les hiéroglyphes ne sont plus utilisés et du coup, par conséquence, on va perdre leur lecture et leur écriture. Lorsque la pierre est découverte à la toute fin du 18e, début 19e, le grec a permis à Champollion, qui va être la personne qui va déchiffrer les hiéroglyphes, de déchiffrer les hiéroglyphes. Petit cours d'histoire, la pierre du coup est déchiffrée par un français, et du coup tu peux te dire, bah du coup normalement elle devrait être chez nous, pourquoi elle n'est pas chez nous? Parce que en fait on se trouve ici dans les conquêtes égyptiennes de Napoléon, et Napoléon va perdre, un officier de Napoléon, va perdre Alexandrie face aux Anglais, et de ça il va avoir un traité, le traité d'Alexandrie, qui va faire qu'une bonne partie des œuvres qui ont été récoltées par les Français devront revenir aux Anglais, et c'est comme ça qu'on a perdu la pierre de Rosette. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va revenir du côté gréco-romain, et on va aller voir le petit disco ball. Enfin, je dis petit, il est pas si petit que ça. Alors, le jeu nous dit que cette statue de la Rome antique est inspirée d'une œuvre du sculpteur grec Myron. Elle constitue une ode à la beauté du corps humain que l'on peut ainsi admirer sous tous les angles. Alors déjà, point important, cette sculpture comporte plusieurs copies, et celle qui est présentée dans le jeu, c'est la copie du British Museum, et c'était pas forcément le meilleur choix à faire, puisqu'il aurait fallu plutôt sélectionner la copie qui se trouvait dans la Villa Massimo, qui du coup est aujourd'hui conservée dans le musée national romain. Et je vais t'expliquer pourquoi plutôt vers la fin. Et avant, on va aller voir l'œuvre comme d'habitude. Donc, comme beaucoup, l'œuvre est une copie romaine d'un original grec. L'œuvre originale, donc l'œuvre grecque, elle date de 460-450 avant Jésus-Christ et a été réalisée par le sculpteur Myron, qui est connu pour réaliser des œuvres avec des poses audacieuses et rythmées, mais aussi il apporte une grande attention à l'anatomie. La copie romaine, donc celle que tu as exposée au British Museum et qui est là dans le jeu, elle date du 2e siècle. La sculpture représente un jeune athlète qui s'apprête à lancer son disque. Elle a été retrouvée dans la Villa Hadrien à Trivoli, donc c'est pas très loin de Rome, en 1791. Que à l'origine, lors de sa découverte, la sculpture n'a pas de tête. Mais là, tu remarques qu'elle a une tête. Tout simplement parce que celui qui l'a découvert a vu qu'il y avait
dans cette villa des fragments de tête qui étaient là. Et du coup, il en a pris une pour restaurer l'œuvre et incorporer cette tête sur l'œuvre, sans vraiment se soucier de si c'était vraiment la bonne tête. En fait, on est dans une époque où on préfère avoir une statue complète plutôt que parfaitement authentique, en général. Petit souci, les chercheurs vont se rendre compte que l'axe de la tête est mauvais par rapport à la position du corps, etc., etc. Normalement, la tête devrait plutôt se retourner vers le disque qui s'apprête à lancer. Et c'est là que la version de la Villa Massimo fait son entrée, parce que c'est elle qui est considérée comme l'œuvre la plus proche de l'original de Miron, et tu vois bien qu'effectivement la tête de l'athlète se dirige vers son disque. C'est pour ça que je te disais que ça aurait été peut-être un peu mieux de mettre la version Musée national romain pour cette galerie, mais bon, celle du British Museum est peut-être un peu plus connue. On va continuer dans les œuvres gréco-romaines, et là, on va aller voir une star que tu connais très sûrement, qui est dans les collections du Louvre et qui s'appelle la Vénus de Milo. Alors cette fois, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette statue de Vénus, déesse romaine de l'amour et de la beauté, a été trouvée sur l'île de Milos. Nombreux sont ceux qui demeurent rêveurs en la contemplant, tâchant d'imaginer la pose d'origine, puisqu'évidemment, cette sculpture n'a plus de bras. Alors cette fois, on est sur un original grec en marbre qui est trouvé en 1820 sur l'île de Milos. Donc ça fait partie de toutes les petites îles que tu peux trouver près de la Grèce, qu'on appelle les îles des Cyclades. Et c'est Olivier Voutier, un officier de la marine, qui va la trouver. En fait, Voutier, il rencontre un paysan qui cherche des pierres pour construire les murs de ses champs. Et donc, ce qui pouvait se faire, c'est qu'on réutilisait des pierres, on recyclait des pierres tout simplement pour faire d'autres choses avec. Et l'officier s'est dit, mais ça serait bête d'utiliser les pierres de cette sculpture, par exemple. Il y en avait d'autres, mais notamment la Vénus de Milo, ça serait bête d'utiliser cette pierre parce que c'est quand même une belle sculpture. Et du coup, il va la réserver. Elle va réussir à arriver en France, elle sera acquise par le marquis de Rivière, qui est l'ambassadeur de France en Grèce, avant d'être offerte au roi Louis XVIII, qui va lui-même l'offrir au Louvre en 1821. Elle passe beaucoup de main en main, mais elle arrive bien au Louvre en 1821, donc ça fait quand même un petit moment qu'elle est là. Hein. Tu le sais, c'est une sculpture sans bras, ce qui a rendu l'identification compliquée, parce que comme tu le sais, souvent les dieux gréco-romains portent dans leurs mains leurs attributs, etc., etc. Même si parfois ça peut passer par une accessoirisation, il y a quand même beaucoup de choses dans les mains souvent, et là, bah, on n'a pas de bras, on n'a pas de mains. Cependant, la nudité de la sculpture, plus la sensualité de son corps, plus les bijoux qu'elle portait ont permis aux chercheurs de l'identifier comme une Vénus, / Aphrodite si tu préfères la version grecque. Pour les bijoux, en fait, sur la sculpture, tu trouves encore la trace de petits trous qui permettaient en fait d'insérer ces différents bijoux. Donc tu pouvais avoir une tiare dans sa chevelure, un bracelet de bras dans le bras droit et des boucles d'oreilles qui du coup étaient des accessoires pas sculptés ou placés comme ça, mais des accessoires vraiment métallisés. La sculpture date de l'époque hellénistique, donc c'est la dernière période de la Grèce antique, mais la sculpture en fait, elle cite une époque antérieure qui s'appelle l'époque classique, mais qu'il la cite en version hellénistique. Donc par exemple au niveau des plis et de la souplesse des chairs, c'est là qu'on reconnaît une version plus hellénistique, même si ça s'inspire de ce qui pouvait se faire à l'époque classique. Et en fait, on se trouve dans une époque où les artistes citent les maîtres du passé. Pour sa technique de réalisation, elle est faite en pièces rapportées, c'est-à-dire qu'elle est constituée de plusieurs morceaux de marbre assemblés. L'identification de l'auteur, elle n'a pas été possible, mais par sa technique, c'est certain qu'elle provient d'un atelier des Cyclades. Voilà pour la Vénus. On va rester un peu dans le Louvre et dans les sculptures incomplètes et on va aller voir la victoire de Samothrace. Alors cette fois, qu'est-ce qu'on nous raconte? Cette statue de Niké, déesse de la victoire, a été mise à jour à Samothrace.
Elle représente la déesse Hélé au moment où elle vient se poser sur la proue d'un navire. Elle a été reconstituée à partir de pièces éparses, mais la tête et les bras n'ont jamais été retrouvés. Donc la victoire de Samothrace, elle est redécouverte en 1863. Il y a beaucoup de choses qui sont redécouvertes au 19e siècle, je te l'accorde. C'est Champoiseau qui va retrouver la sculpture dans le sanctuaire des Grands Dieux. Il était le vice-consul d'une ville en Turquie et un archéologue amateur. Il va décider de l'envoyer directement au Louvre. C'est quand même une sculpture de 2,45 m, datée de 1890 avant Jésus-Christ. Probablement elle date de cette époque. Les ailes ont donné une inspiration à Nike, et puis Nike reprend le nom de la déesse Nike, la déesse du coup de la victoire. La victoire ici, elle est dressée sur une base en forme de proue de navire, et en fait il s'agit d'un navire de guerre à plusieurs rangs de rameurs. Elle représente une femme drapée au corps puissant, les ailes encore déployées en train de se poser à l'avant du navire. On a eu aussi un bloc de béton moderne qui permettait à la statue d'être vue du bas du musée, parce que tu sais, la victoire de Samothrace, elle se trouve tout en haut d'un escalier, et en fait ce bloc de béton te permettait, en étant en bas de cet escalier, de la voir vraiment très bien du bas, et ensuite de monter tes petites marches et d'aller la voir de plus près. Mais le musée va retirer ce bloc en 2014, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le thème de la déesse de la victoire, c'est pas quelque chose d'innovant, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'art gréco-romain. Il y a d'autres sculptures qui vont représenter des déesses de la victoire et qui vont en fait célébrer des victoires militaires. Et la victoire de Samothrace, elle est fidèle à cette tradition de victoire de guerre, mais ici elle va être interprétée dans l'esprit et le style de l'époque hellénistique. Encore une fois, la dernière période de la Grèce antique. Au niveau de l'accessoirisation de la victoire, de la mode de la victoire, de sa fashion, de son dressing, etc. Ici, la déesse, elle va porter une robe en tissu fin qui s'appelle un chiton, qui est ceinturée sous les seins et qui descend jusqu'aux pieds. Le vêtement, il est fluide et plutôt que de couvrir la chair de la sculpture, il va plutôt en dévoiler sa peau, la cuisse gauche par exemple. L'étoffe est parcourue par des nervures à fleur de peau et en fait on dirait qu'elle n'a rien. Hein. Le tissu est extrêmement fin et voilà, c'est comme si elle avait rien et qu'elle avait simplement un voile quoi. Au-dessus du flanc droit, on retrouve des plis serrés. On a une seconde étoffe qui compose les vêtements, un épais manteau qui paraît comme jeté à mi-hauteur sous le flanc droit. C'est un himation. Il est en train de tomber et ne tient que sur le corps par les effets de vent et ça va libérer tout le côté gauche. On a aussi une coulée volumineuse de plis qui descend de la jambe droite et ça rend l'action et l'impression d'une figure vraiment portée par le vent et qui est vraiment en train de finir son vol. Bon, la tête, comme on l'a dit, elle n'est pas conservée, ni les mains et bras, mais on a quand même trouvé, pendant les fouilles, la main droite. Et la paume était ouverte, main tendue, laissant penser qu'elle ne tenait rien. Mais pour la main gauche, on ne sait pas. La victoire, c'est l'une des offrandes qu'on retrouve dans le sanctuaire de Samothrace, donc là où elle a été trouvée. Et dans ce sanctuaire, c'est là que les pèlerins venaient en grand nombre pour s'initier, et c'est un bâtiment qui est aussi connu pour la richesse de l'édifice. C'est aussi un sanctuaire pour la fertilité et les marins par rapport au danger de la navigation, et du coup ça serait quand même un endroit parfait pour commémorer une victoire navale. Bon, après il y a beaucoup de théories sur la provenance du sculpteur, l'origine de l'artiste, est-ce qu'il vient de Rhodes, est-ce qu'il vient d'ailleurs, etc. Donc je vais pas rentrer dans tout ce micmac d'hypothèses parce que je vais te perdre, déjà que moi je me perds un peu, donc on va pas rentrer là-dedans, mais voilà. Sur l'origine de l'artiste, c'est un peu compliqué, c'est en débat, etc. Mais en tout cas, tout ce qui va être commanditaire et une datation vraiment sûre, claire, nette et précise, c'est un peu compliqué à déterminer. Et du coup, voilà pour la victoire de Samothrace. Et enfin, on va arriver à la dernière sculpture de cette galerie, qui n'est autre que le David de Michel-Ange. Bon, si tu t'y connais un petit peu, si tu connais Michel-Ange,
bon, tu sais que c'est pas un artiste gréco-romain, il appartient pas non plus à l'Antiquité étrusque, ni à l'Antiquité égyptienne, ou quoi que ce soit, mais on est plutôt dans la Renaissance, là. Ce qui fait un petit décalage par rapport aux autres sculptures, mais en fait c'est intéressant de l'avoir placé là, parce que c'est une sculpture qui va faire la transition avec ce qui va suivre, qui va être la galerie des peintures de la Renaissance, qui sera possiblement la prochaine galerie que je vais aborder dans une vidéo analyse. Mais du coup c'est une œuvre qui quand même se fond bien avec les œuvres gréco-romaines et permet cette transition avec la galerie de peinture de la Renaissance. Donc, le jeu va nous dire que le jeune David toise ses ennemis, sa fraude reposant sur son épaule. 3 années auraient été nécessaires à Michel-Ange pour sculpter ce chef-d'œuvre. En regardant de plus près, on voit que les yeux sont en forme de cœur. Afin de figurer la lumière dans son regard, il est important de noter que le cœur n'avait pas la symbolique amoureuse qu'on lui prête de nos jours. Ce qui est très vrai. Et le jeu date, cette sculpture, de vers 1504, mais en fait, du coup, Michel-Ange commence en 1501 et finit en 1504, ce David. Alors, le David, c'est quand même une sculpture de 5,50 m, donc c'est quand même un beau colosse. Et je vais te parler un petit peu de l'histoire de sa création. À l'origine, en fait, Florence fait venir un énorme bloc de marbre parce que c'est un bloc qui doit servir pour faire des sculptures pour décorer la cathédrale de Santa Maria del Fiore. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'artistes vont s'atteler à la tâche, mais face à l'immensité du bloc et à la difficulté du projet, il y en a pas mal qui vont abandonner avant que Michel-Ange soit missionné. Il avait à peine 30 ans quand il a commencé à sculpter cette œuvre. Comme le dit le cartel, il va mettre 3 ans à sculpter le David. Tu m'étonnes, en même temps, travailler du marbre c'est pas facile, surtout avec un énorme bloc comme ça. Et quand même, avant de rentrer dans l'œuvre, je te dis que oui c'est David, mais peut-être que tu ne sais pas qui est David. Donc je vais un peu revenir sur son histoire. David, c'est un personnage de l'Ancien Testament où à l'époque, les Philistins, qui sont un peuple de Crète, étaient en guerre avec Israël. Pour battre leur ennemi, ils vont envoyer leur champion, aka Goliath, que tu connais peut-être, qui n'est autre qu'un géant. Celui qui remportera le combat aura gagné la guerre et petit bonus, le gagnant pourra épouser la main de la princesse philistine. David, qui est donc un jeune berger, se propose pour le combat. Comment te dire que David, un petit berger, qui a juste une fronde et un bâton de berger, c'est pas trop le favori dans ce combat. David, il est malin, même si son ennemi est armé d'épées et de lances de javelot, il va réussir à établir une stratégie. Il va lancer une pierre avec sa fronde pour assommer le géant, et à ce moment-là, pendant que le géant est assommé, David va récupérer l'épée de son ennemi et lui couper la tête. Après ce combat, David va donc devenir le roi fédérateur des Juifs. Peut-être aussi que tu l'as remarqué sur les images que je te fais passer, mais les proportions de David, elles sont un peu bizarres, c'est assez disproportionné, et en fait, va avoir différentes raisons, ça peut être narratif, stylistique et technique, et on va voir ça tout de suite. Parce qu'évidemment, Michel-Ange a fait exprès que ça soit disproportionné, c'est pas juste lui qui a un souci avec les proportions. Déjà, je te rappelle, la sculpture, elle devait se trouver sur une colonne. Du coup, il fallait un peu jouer sur les proportions pour que la sculpture soit vue de loin, mais aussi en contrebas. C'est pour ça que sa tête est énorme, qu'il a des jambes les plus grandes que tu n'aies jamais vues, et que ses mains sont gigantesques. Mais en plus de ça, il a une grosse tête parce que, au niveau narratif, David il est très intelligent et il a réussi à établir une stratégie pour battre un ennemi plus fort que lui physiquement. Il a aussi des grandes mains parce que bon, il a quand même assommé un géant et il a quand même réussi à lui couper la tête. Donc il est quand même si c'est un petit berger, il est quand même fort. Donc ses grandes mains, ça représente la force aussi de David. Et du coup, il n'y a plus qu'à combiner intelligence et force et ça donne une victoire au combat. Pour les jambes, il est en position de contrapposto, que tu peux souvent voir en sculpture. En gros, il est dans une position au repos, avec le poids de son corps qui repose sur une seule jambe, et l'épaule qui correspond à la jambe d'appui, elle va remonter. Ici, c'est une déformation plutôt stylistique.
Et du coup, c'est tout pour David, c'est tout pour cette première partie du musée Animal Crossing. En tout cas, dis-moi si ça t'a plu déjà, cette première galerie. Normalement, je continuerai sur les prochaines parce qu'on va pouvoir parler d'art asiatique, on va pouvoir parler de différentes périodes, etc. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux suivre la suite de ces aventures, surtout que j'ai remarqué que 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc n'hésite pas, je demande pas très souvent. Donc voilà. Et puis nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut!